Alors, ce soir, il m'est venu le titre qui est une question qui sans doute rend compte un peu de ce qui s'est passé cette année dans ce séminaire. Peut-être que ça vienne à la fin, un peu comme ponctuation, et sans doute le témoignage du fait que ce qui est en jeu dans cette dimension de ce qui est hors d'eux, cette dimension du temps et de l'espace notamment, c'est ce qui est au cœur de la voie, et de la voie telle que je l'expérimente, qui est celle qui est en jeu dans le champ lyrique. Alors je voudrais justement, à partir de là, non pas évidemment faire un cours sur le chant lyrique, c'est pas du tout ça, puisqu'on retomberait sur un discours universitaire qu'on peut trouver, je pense, à différents autres moments et endroits. La ligne comme ça qui fragile, qui est à écrire. Il y a le mot écrit dans le titre, hein, je rappelle le titre, en quoi l'expérience du chant lyrique peut écrire un savoir nouveau de l'être parlant. Et on peut poser la même question à partir du discours analytique. En quoi le discours analytique peut écrire un savoir nouveau de l'être parlant? Évidemment, tous les mots comptent. Vous avez remarqué qu'il y a le mot peut, c'est sa dimension du possible, on en a parlé. Écrire, c'est, on rejoint Lacan, la question de l'écrit. C'est pas du tout écrire pour expliquer quelque chose, hein, c'est comme ça qu'il présente ses écrits. Quelque chose de nouveau, un discours nouveau, c'est la dimension effectivement de ce qui est toujours la première fois. C'est-à-dire que non seulement ça échappe à la répétition, mais c'est quelque chose qui pose une question de ce qui est toujours comme étant de la première fois. Et puis l'être parlant, c'est en fait un pléonasme, on pourrait dire qu'il y a d'être qu'à partir de la parole. Et puis aussi c'est un peu forcé parce qu'on sait très bien que l'être nous sommes des êtres parlés. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de choses qui sont en jeu à travers cet énoncé. Alors je ne vais pas répondre évidemment, mais il me semble que c'est un peu comme ça que, notamment l'an prochain, ça risque de continuer beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui singularise l'être parlant? C'est le fait que il se déploie, là on est dans quelque chose qui n'est pas la conception habituelle de l'être humain, il se déploie dans trois dimensions. Les trois dimensions de l'être parlant, c'est Lacan les a nommées réel, symbolique, imaginaire. Et toute la question est celle, justement, de la façon dont ces trois dimensions sont habituellement mises à plat sur un plan ou nouées. Habituellement, elles sont mises à plat, c'est comme ça que lorsque nous échangeons, lorsque nous essayons de convaincre un autre, nous utilisons évidemment du symbolique, des mots qui sont répertoriés comme du symbolique, mais on l'utilise d'une certaine manière qui est celle de l'imaginaire. Et ces deux-là
ensemble, on n'est pas dans le hors deux, ces deux-là ensemble, eh bien ils recouvrent, on pourrait dire, le réel qui est là, mais qui est complètement recouvert. Et si le réel est présent, c'est uniquement joint d'une certaine façon, mais surtout pas noué, il n'y a pas de nouage. Donc, habituellement, ça veut dire que habituellement, chacun d'entre nous est porté dans cette perspective-là dès qu'il explique, dès qu'il développe quelque chose, dès qu'il écrit quelque chose, d'où ce qui ne cesse pas de s'écrire, hein, le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, et qui vient recouvrir ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, le réel, l'impossible. Et qu'est-ce qui fait qu'il est possible, c'est ça le nouveau, qu'est-ce qui fait qu'il est possible que ce qui ne cesse pas de s'écrire cessant, quelque chose, on ne peut pas en dire plus, quelque chose, cesse de ne pas s'écrire. Il y a le déplacement d'une négation. C'est pas une dénégation du tout. Et en fait, cette négation, je crois que quand Lacan est amené à parler de ça, il va parler de ça à partir des canteurs de l'existence qui va développer à partir du travail de Cantor, justement. Et ce qui va faire ce passage, j'insiste en termes de discours. Alors qu'est-ce que c'est que le discours? Le discours, c'est ce qui fait que deux êtres parlants tiennent ensemble. Deux êtres parlants. C'est ce qui fait qu'il y a du hors d'eux possible. Et vous voyez que ça nous conduit au transfert, c'est-à-dire à la dimension de ce qui peut avoir lieu dans une psychanalyse, mais aussi à ce qui se passe au niveau du chant, ce que je connais, le chant lyrique, puisqu'on peut penser qu'effectivement, dès qu'un chanteur est dans cette perspective-là, il s'adresse au un par un. Il n'y a pas besoin qu'il le dise ou qu'il le pense, c'est comme ça. Ça ne peut être que du côté du un par un, et non pas une masse. S'adresser à une masse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'imaginaire qui le permet. Puisqu'on développe quelque chose qu'on comprend. Avec des arguments. On va dire comme... C'est une des façons de parler du discours universitaire. Hein, c'est du discours du maître. Alors, ça nous amène à questionner ce qui fait que il y a un espace, et ce que je dirais en ce qui me concerne, c'est que quand je parle, quand je chante, ou quand un chef d'orchestre dirige, tout se passe dans un espace, on peut appeler un espace-temps, qui est invisible et qui est, alors, bien sûr, dans l'intervalle, mais essentiellement, on va dire, juste devant. C'est pour ça que, notamment dans le chant lyrique, enfin, ce que je connais comme méthode, on va dire que je crois que ça a à voir aussi, même si on peut penser que ça n'existe plus vraiment, avec ce qui était des méthodes d'initiation, l'apprentissage, y arriver. Ça se fait avec une personne, avec un maestro, et ça a à voir avec une certaine technique du corps, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut dire par le corps qui est en jeu. Le corps, je le réfère à ces trois dimensions, réelles, symboliques, imaginaires. Et non pas, évidemment, le corps tel qu'il apparaît habituellement dans le discours, donc, imaginaire. Hein? Quand je dis discours d'imaginaire, c'est avec un grand I, c'est très noble, hein? C'est pas du tout un petit truc. Hein?
C'est quelque chose d'important, et c'est pas s'imaginer. C'est pas je m'imagine, c'est j'imagine au sens où le moi, c'est-à-dire ce qui fait que là, à peu près, je suis quelque chose, je suis une piste comme ça, le moi me conduit quelque part. Et ce qui me conduit quelque part, est-ce que c'est le sens de ce que je raconte? C'est pas sûr. Est-ce que ce ne serait pas plutôt autre chose? Justement, la possibilité de créer, parce que c'est une création, cet espace particulier qui est celui du, justement, qui rencontre ce qui les fait trois. Ils sont hors d'eux parce que il y a quelque chose qui les fait trois. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui les fait trois, nous sommes évidemment à ce moment-là dans autre chose parce que on n'est plus dans le sens, tout simplement. Le sens, c'est dans la dimension de la mise à plat de ce qui fait deux, même s'il y a trois dimensions, on est dans la dimension du deux. Pour figurer ça, on peut prendre trois anneaux qui sont noués l'un avec l'autre, 1, 2, 3, ou les anneaux olympiques finalement, 4. Et on peut constater que de toute façon, chacun est relié à un autre. Alors que le nouage, c'est que les trois sont noués chacun avec chacun. Et ce nouage signifie du même coup qu'ils sont strictement équivalents. Ils sont strictement équivalents. Et du coup, ça nous décentre complètement sur une certaine conception imaginaire qui voudrait dire que le symbolique c'est ça, l'imaginaire c'est ça, et le réel c'est autre chose. Vous voyez, on est vraiment, on ne peut plus être dans le sens, dans la direction de quelque chose, parce que y a autre chose qui est en jeu. Plus exactement, ça part d'autre chose. Le point de départ, il est d'ailleurs. Et cette autre chose qui fait que c'est d'ailleurs, c'est ça le réel. C'est pas une troisième dimension. C'est pas le symbolique est une dimension, l'imaginaire est une autre dimension, et le réel serait une troisième dimension, et ils sont reliés l'un à l'autre. Ça c'est tout le cheminement de Lacan qui va l'amener progressivement à dire que le réel c'est ce qui fait trois. Et du coup c'est insaisissable. Bien sûr. Et donc, c'est dans les effets de cette rencontre de ce qui fait trois que du nouveau peut advenir. Et c'est le nouveau qui va authentifier cette présence insaisissable du trois. Alors, ça va très loin. Ça va très loin parce que si on ne prend pas en compte ça, je dirais qu'on ne prend pas en compte ce que Lacan a appelé le savoir de l'autre. En plus, il précise bien comme étant barré. Qu'est-ce que ça veut dire? La barre, c'est l'écrit. C'est une façon d'écrire. D'une part, il y a une lettre, donc il n'y a pas un sens précis, et d'autre part, il y a en plus sur cette lettre une barre, qui est aussi un écrit. C'est pas une écriture, c'est un écrit. C'est-à-dire que ça remet en cause tout savoir qui serait lié à un ordre qui, d'une façon ou d'une autre, serait sous la présidence de quelqu'un qui sait, qu'on appelle Dieu, la science, la nature, ce qu'on voudra. Et c'est très présent. Par exemple, vous entendez ça, dès qu'il y a quelque chose, par exemple, qui apparaît au niveau de la science. J'ai entendu récemment quelque chose sur récemment un livre, je ne sais plus de qui, mais c'est pas le problème, qui expliquait que bientôt on saurait. Voilà, bientôt on saura. Voilà l'ordre qui est présidé par un président qui sait.
Bientôt, on saura comment, puisqu'on avance dans les neurotransmetteurs, bientôt, on saura comment on pourra rendre quelqu'un heureux. Et toute la société est basée là-dessus. Il est possible, il y a quelque part un lieu de savoir de l'autre non barré, c'est-à-dire d'un autre sachant, et l'apparition du discours analytique, la découverte de Freud, et sur Freud ne l'a pas dit comme ça, parce que Freud est toujours pris par on a dit ça comme ça, son besoin de reconnaissance par la science, mais il y a chez Freud un fil à rester du côté du discours scientifique. Un discours scientifique qui apparaît au XVIe, XVIIe siècle, et dont le discours du maître, le discours universitaire et évidemment le discours hystérique sont des rejetons. Le discours scientifique au départ. Le discours scientifique, c'est celui qui est lié à un ordre où il y a quelqu'un qui sait. On ne le connaît pas encore, mais on le connaîtra un jour. Et vous voyez, c'est le mot qui apparaît, c'est le mot connaissance. C'est une connaissance, c'est une connaissance qu'on voit immédiatement et évidemment à quelque chose de l'ordre du sexuel. Alors, il y a donc, alors je reviens à la question de départ, il est possible de toucher à ce savoir de l'autre qui est marqué d'une barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas dans le signifié, je vous renvoie à la linguistique, c'est-à-dire au signifiant et au signifié, c'est-à-dire au fait que la barre, telle qu'elle est mise en place par, bien sûr par Saussure, mais sur lequel va insister l'école de Prague et de Saussure, c'est le fait qu'il n'y a aucune articulation, c'est ça la barre, il y a une coupure radicale entre le signifiant et le signifié. Autrement dit, habituellement, nous sommes, et c'est ça le discours imaginaire, enfin pas le discours imaginaire, l'imaginaire, nous sommes dans la dimension du signifié, c'est-à-dire que nous n'accédons pas au savoir de l'autre, c'est-à-dire que nous n'accédons pas à la prise en compte du signifiant. Et le signifiant, c'est quelque chose qui s'entend, c'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui s'entend. Alors vous voyez qu'on arrive progressivement, aussi bien dans le transfert, dans la psychanalyse, au fait d'entendre, par exemple, si on prend ce qui est en jeu dans le mot d'esprit, cette rencontre particulière qui est en jeu dans le mot d'esprit, c'est quelque chose qui s'entend. C'est quelque chose qui s'entend au niveau de quoi? Au niveau de quelque chose qui est au-delà du son. Qu'est-ce qu'on entend? On n'en sait rien, mais on entend quelque chose. Et entendant ce quelque chose, immédiatement, le récepteur, s'il entend ce quelque chose, s'il ne veut pas comprendre, s'il entend quelque chose, comme Freud le précise, répond par du rire, qui fait rire celui qui a émis ce son, parce qu'il y a un au-delà du sonore. Et on est typiquement, je crois là, on est typiquement, non pas dans l'émetteur qui envoie au récepteur un signe, ça c'est le signifié, mais au fait que l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. Le signifiant, c'est ça. C'est une formule très compliquée, apparemment, mais pas si compliquée que ça, sauf si on veut la comprendre absolument. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée, c'est la définition du signifiant que Lacan va donner autrement. Le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Ne représente pas quelque chose pour quelqu'un, ça c'est le signifié. Eh bien, quand ce quelque chose peut, la dimension du possible, peut advenir, quand
ce qui cesse de ne pas s'écrire peut advenir quand la dimension signifiante apparaît, elle vient de ce qui fait trois, du réel en jeu. C'est pour ça qu'il n'y a rien à comprendre. C'est quelque chose qui s'entend. Et quand ça s'entend, alors là, on peut y aller, je crois. Moi, j'y vais comme ça, Père Trinka, ça c'est le jouir du corps. C'est le jouir du corps, c'est quelque chose qui a à voir avec la jouissance. La jouissance, alors, la jouissance dont nous sommes habituellement égarés. C'est un terme de l'accord. Nous sommes complètement égarés, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès du tout à la jouissance de l'autre. Sauf dans ces moments. Alors il faut. Souvent on entend parler de la jouissance de l'autre comme ça, un petit peu comme une sorte de connotation du surmoi, un peu féroce. C'est pas de ça dont on parle. Néanmoins, on peut penser qu'il importe d'avoir été un jour mordu, torturé. C'est le travail. Vous savez, c'est la définition de ce mot tripalium, là, ce supplice. C'est l'origine du mot travail. Il importe un jour d'avoir été mordu, torturé par ce quelque chose qui s'entend et qui est le jouir du corps et qui nous donne un insaisissable accès à ce dont nous sommes radicalement séparés, c'est-à-dire la jouissance de l'autre. Alors nous sommes donc égarés par rapport à cette jouissance de l'autre, nous sommes égarés quand nous la touchons, parce que justement, logiquement, on est dans ce qu'on appelle la jouissance phallique, c'est pas ça du tout. Phallique, ce que l'accord est philoïx, on est dans la jouissance phallique. Et en gros dans la signification sexuelle, et des mots, signification sexuelle qui se connaît depuis toujours. C'est pas la psychanalyse qui l'a révélé, ça. Et il peut donc arriver, et ce que je suis en train de vous dire, finalement, c'est quoi? Je témoigne un peu de mon parcours à moi, le mien. C'est-à-dire le fait d'avoir été un jour sonné par quelque chose, touché par quelque chose, j'aurais pas pu le dire comme ça avant, fait que, à partir de là, il y a quelque chose qui ne nous lâche plus. C'est ça un peu la dimension de ce 3. Évidemment, c'est pas comme ça continuel, hein. Mais il y a quelque chose qui ne nous lâche plus, pour autant qu'on a touché à quelque chose. Alors certainement c'est interdit, mais au sens vraiment de l'entredit, de la transgression de quoi que ce soit. Hein. Et on parlait de la tripalium, au concile d'Auxerre de 587, je crois, enfin, à la fin de ce siècle-là, le latin nous donne, elle nous dit non licet, il ne convient pas. Alors, je le citais, non licet, presbytero ad diacono, au prêtre et au diacre, stare, d'être là, assis, présent devant tripalium, devant cet instrument-là, cet instrument de trois pieux, ubi torquentur rei, où les accusés sont torturés. Il ne convient pas, et là quand il reprend ça, il dit peut-être bien que ça lui fait jouir. Donc vous voyez qu'il y a la dimension même du travail, d'être travaillé, ça touche à la jouissance de l'autre. Mais c'est pas du tout obscène et féroce. Et c'est pas ça, c'est pas de sur moi, au sens de. Je crois que c'est vraiment pas ça. Bon. Et en plus, c'est quelque chose qui fonctionne dans ce qui nous tient ensemble, ce qui tient ensemble deux êtres parlants, parce que ce qu'il en est du discours. C'est pas de la phénoménologie. C'est-à-dire que ça s'entend
quand quelqu'un parle, et ça s'entend quand quelqu'un chante. Bon, je pense que peut-être que je pense qu'il y aura quelque chose au niveau de la danse, je n'ai pas d'expérience. Je parle un petit peu de ce que je découvre, finalement, hein, progressivement. Donc, cette dimension, il y a quelque chose, si on prend en compte l'existence d'un dire, celui d'un espace, qui ne saurait advenir que dans le discours analytique. J'ajouterai aussi dans ce discours, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de ce discours qui fait tenir ensemble un chanteur, je dis lyrique parce que c'est ce que je connais, le chanteur lyrique et un bon entendeur, pour autant que, alors là ça devient un peu compliqué à mon avis, mais ça permet peut-être d'éclairer ce qui se passe dans le français quand on parle. Évidemment, parce que je vais quand même en dire un mot là-dessus, hein, c'est évidemment le chanteur lyrique quand il chante, c'est ce que je découvre, c'est qu'il ne jouit pas du tout. Il ne faut surtout pas qu'il jouisse. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui, d'une certaine manière, peut jouir, c'est celui qui entend. Autrement dit, il est toujours en mouvement, n'étant pas là pour entendre ce qu'il chante. Donc, je ne sais pas comment on peut appeler ce qui... Je crois qu'il est animé. Il est animé par le fait qu'il répond à quelque chose. À ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir été, alors on peut dire appelé, mais mordu. Et de même qu'on pourrait dire que quand on aime, si j'aime quelqu'un, c'est parce que je suis énamoré. Évidemment, je ne le pense pas comme ça. Si j'aime, c'est parce que je suis déjà énamoré. Pas aimer, énamoré, c'est autre chose. Et de cette façon-là, de la même façon, il y a quelque chose, alors là, qui prend en compte l'existence du corps, avec bien sûr des techniques de respiration particulières, évidemment, tout ça, c'est à apprendre, tout ça, bien sûr, mais un certain maintien, une respiration diaphragmatique, etc., qui est tout à fait importante, pour que le son sorte d'une certaine manière, pour que les harmoniques puissent apparaître. Mais il y a une chose quand même qui est aussi assez paradoxale, c'est que on ne va pouvoir émettre les aigus, que si, il y a les harmoniques des aigus, que si la voix peut se placer dans les graves. Autrement dit, pour faire sortir les aigus, c'est pas du tout travailler dans l'aigu. Le travail se fait à partir de ce qui se passe dans les graves. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose dans ce que je suis en train de dire qui se noue d'une certaine façon. Il y a un nouage, il y a quelque chose qui se noue. Au-delà de toutes les techniques respiratoires qui sont importantes, il y a quelque chose qui se noue, quelque chose du corps. Et la façon dont ça se noue, et quand Lacan prend le nœud borroméen, il explique que c'est une tresse à 6 mouvements. Il faut 6 passages pour arriver à faire le nœud borroméen. Je ne suis pas capable de le faire sur le plan de la topologie, c'est pas ça le problème. Hein, il va dire que ce qui compte, c'est pas de le réaliser au niveau de la topologie. Puis il n'arrête pas de dire qu'il n'arrêtait pas de se tromper. Et finalement, ce que j'essaie de mettre au tableau, travers ce nœud, c'est un dire. Un dire. C'est pas de réussir à écrire comme il faut les choses. Il y a quelque chose comme ça, je crois qu'il parle du corps, évidemment, il y a quelque chose comme ça qui peut être éprouvé, être mis à l'épreuve au niveau du corps,
D'ailleurs, quelques sur la médecine, c'est pour ça, c'est pour essayer de trouver les deux. On ne va pas les trouver, évidemment. En disséquant les cadavres, commencer l'étude de médecine. Mais il y a quelque chose de cet invisible-là, au niveau du corps, qui se noue, je ne parle pas des nœuds de tension, c'est pas ça, quelque chose qui va faire que il va résulter cette arborescence des harmoniques qui va donner ce son nourri, particulier, propre à chacun, il n'y en a pas deux pareils, propre à chacun. Et pourquoi il n'y en a pas deux pareils? Pourquoi c'est propre à chacun? Parce que ce qui fait trois, cet espace particulier, justement, ne saurait être que propre. C'est une jouissance propre. C'est un savoir propre, mais insuffisant. C'est insuffisant par rapport à la jouissance de l'autre. Mais le fait que ça soit insuffisant est important, parce que si c'était suffisant, ça s'arrêterait. Donc on est pris. Alors, je pense que c'est ça qui se passe aussi quand on parle, mais c'est vraiment un minimum. On est pris dans ce mouvement. Dans ce mouvement où il s'agit toujours d'avancer, c'est-à-dire que la voix émette quelque chose qui ne cesse d'être toujours en avant. En avant, dès que quelque chose est sorti, on va plus en avant, et encore plus en avant, et encore plus en avant. C'est-à-dire que dès qu'on lâche quelque chose, on revient en arrière. Et ça s'entend. Eh bien, ce quelque chose-là est une façon, est un mode particulier de rendre compte de ce qui fait trois, de ce qui les fait trois, ces dimensions de l'être parlant, réel, symbolique et imaginaire. Sans savoir, évidemment, quand on dit ça, ce qui les fait trois, sans avoir besoin, c'est important. Si on veut comprendre, on est fichu, on n'est plus là-dedans, on revient dans l'imaginaire. Sans savoir si ça c'est du réel, si ça c'est du symbolique, si ça c'est de l'imaginaire. C'est comme si vous vouliez savoir, dans l'arborescence harmonique, ce qui est telle harmonique. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'arbre, c'est l'arborescence. C'est ça qui conduit à la production de ce quelque chose de nouveau qui va être instantané, puis après ça disparaît, et le son qui vient va remanier ce qu'on a entendu précédemment. Parce qu'il y a un après-coup, en quelque sorte. Parce que ce mouvement d'avancée, c'est en permanence la dimension de l'après-coup. Ça fait penser à la danse, je ne sais pas si c'est comme ça la danse. Enfin, par exemple, ça fait penser à ça. Donc, en permanence, il y a le fait que si on avance, c'est parce que ça produit un après-coup, ce qu'on vient d'entendre. Donc, il y a vraiment quelque chose d'insaisissable qui est créé là, au-delà du sonore. Et à ça, je crois que ça, c'est une des façons de parler de ce corps vivant, de la vie du corps, de ce quelque chose qui peut s'entendre, et bien sûr qui va peut-être être beaucoup plus éclatant dans un aigu particulier, hein, par exemple dans une cadence, peut-être, oui, bien sûr, mais qui est toujours là, présent, dès lors qu'il s'agit que se fasse entendre cette dimension du vivant. Du vivant, j'insiste, j'essaie d'en parler, mais je me rends compte aussi qu'en en parlant, peut-être que mon corps en dit quelque chose, mais en parlant, je me rends compte que aussi, dès que je mets les mots et j'essaie d'en dire quelque chose, je suis ramené en arrière du côté de l'imaginaire, comme quand on ne tient plus ce
qu'on est en train de filer en chantant, c'est le cas de dire, ce qu'on est en train de filer, de tisser, de nouer d'une façon. Alors pour m'arrêter sur quelque chose, évidemment ce qui est en jeu dans cette dimension-là, chez tout être parlant. Et là, on n'est plus du tout dans la dimension on l'a dit souvent, de l'état civil entre l'homme et la femme. Ce qui permet de toucher à ça, Lacan va l'appeler la dimension du féminin, le pas tout. C'est-à-dire quelque chose qui est une jouissance, du mot, supplémentaire, pas complémentaire, c'est pas complémentaire du tout, supplémentaire à la jouissance de la vie, et qui parfois, comme supplément, peut se faire entendre. Voilà, je vais m'arrêter là.